Comment devient-on écrivain? Est-ce un choix, une nécessité? Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plumes politiques? Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce. Bonjour Jean-Michel Billot. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Cette semaine, l'émission Écrire est à Besançon pour le festival incontournable de la rentrée littéraire les 16, 17 et 18 septembre dans toute la métropole du Grand Besançon. Vous pourrez retrouver plus de 200 auteurs de littérature générale, mais aussi de bande dessinée et de jeunesse. Près de 100 rencontres, ateliers, lectures musicales, spectacles pour enfants, il y en a pour tous les goûts et l'entrée est gratuite. J'y étais pour ma part l'an passé en tant qu'auteur et je suis très heureuse d'y revenir cette année pour m'entretenir avec celles et ceux de cette rentrée littéraire, en particulier de la littérature jeunesse, qui fait, selon certains, parfois vivre la littérature dite générale. Jean-Michel Billot, vous faites partie de ces auteurs à jeunesse à succès, avec des livres dédiés à la jeunesse, mais toujours avec une approche historique et pédagogique. Sport est une histoire des Jeux Olympiques racontée par ses champions. Le livre évoque inexorablement l'histoire avec un grand H, c'est-à-dire l'influence de la guerre froide. Notons aussi d'ailleurs que vous y évoquez la place des femmes. Foot, un autre de vos livres, est une bible pour les amoureux du ballon rond qui retrace le parcours de 40 personnalités féminines et masculines à travers le monde et inclut d'ailleurs le foot féminin, ce qui est rare. À travers leurs portraits, on retrouve les grandes compétitions, on apprécie l'empreinte qu'ils ont laissée dans le sport et qu'ils ont laissée tout court dans l'histoire. Toujours dans le sport, l'école des champions raconte l'enfance des grands sportifs. Teddy Riner, Simone Biles sont parmi ceux dont on décrit le parcours et comment ils sont devenus les champions qu'on connaît aujourd'hui. Alors, ma première question, comment devient-on auteur de littérature jeunesse ? Alors c'est un long parcours, c'est un parcours qui n'a pas du tout été envisagé quand j'étais adolescent ou même jeune adulte. Moi je me destinais à être journaliste et j'avais une passion pour le sport. Donc pourquoi pas devenir journaliste sportif, ce que j'ai été au début de ma vie professionnelle. Après des études d'histoire qui étaient sur la thématique du sport également. Une histoire en particulier, une branche de l'histoire en particulier ou... Oh, c'était plutôt l'histoire du XXe siècle. Et puis, quand je suis arrivé dans les années un petit peu plus sérieuses de recherche, donc j'ai commencé une thèse sur un magazine sportif des années 30. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir l'impact de ce magazine sur une jeunesse et l'utilisation potentielle de ce magazine pour diffuser des idées politiques. C'est-à-dire que ça prônait ça prônait quoi, le patriotisme et tout ça? Il y avait C'était déjà ce que j'espérais, mais finalement, c'était assez décevant. Ces recherches étaient assez décevantes. Et cette étude a surtout été intéressante parce que et c'est ce que j'adore dans le métier que j'ai fait aujourd'hui, dans toutes les expériences professionnelles, c'est que j'ai pu rencontrer, à l'époque, Internet n'existait pas. Donc, en fouillant dans les pages jaunes, j'ai retrouvé le rédacteur en chef de cette époque, donc des années 30. Moi, je suis plus un jeune homme, mais donc le monsieur que j'ai rencontré quand moi j'avais 25 ans à peu près, avait plus de 85 ans, et j'ai passé des week-ends entiers à discuter avec lui de sport et de transmission, et c'est ce qui m'a le plus plu dans ma thèse, en fait. C'est cette rencontre avec ce monsieur qui s'appelait Monsieur Hutier, et quand ce monsieur est décédé, sa femme m'a envoyé toutes les archives, alors que j'avais passé finalement assez peu de temps avec lui, mais il s'est passé quelque chose entre lui et moi. Quelque chose de l'ordre filial. Ça ferait un bon Ça livre. ferait un beau livre, oui. Mais j'ai beaucoup écrit de livres déjà sur le rapport père-fils, qui est un sujet qui me passionne, voire qui m'obsède, y compris dans l'édition jeunesse. Vous avez développé ma partie documentaire à juste raison, puisque c'est quasiment 80%, on va dire, de ce que j'ai pu écrire. Mais il y a aussi également une partie fiction. Parfois, la frontière entre les deux est difficile à établir. Par exemple, sur les romans sur LeBron James, par exemple, c'est une fiction et c'est un documentaire. J'ai également écrit une vingtaine, voire une trentaine d'albums pour les petits, qui sont pas du tout des albums sur des thématiques très contemporaines. Les éditeurs me disent toujours mais nous on préférait que tu écrives plutôt sur le roller ou sur des enfants qui ont des thématiques de problématiques de classe plus rigolotes. Et en fait, moi, je ne sais écrire que des textes assez poétiques et assez tristes.
Mais c'est marrant parce que j'allais justement vous poser la question de comment on choisit avec son éditeur des titres jeunesse en fonction de quoi? Parce qu'il faut quand même les happer d'une certaine manière, c'est-à-dire trouver des choses qui vont quand même les intéresser et puis intéresser surtout leurs parents parce que quand même le grand aspect marketing de la littérature jeunesse, c'est que ce sont les parents qui achètent dans l'espoir que leurs Bien sûr. enfants vont lire. C'est une manière de leur faire découvrir, la lecture, de les encourager, De les initier de effectivement les initier, à voilà, la lecture à la et à lecture. l'apprentissage et à la curiosité. Ouais, et là, vous êtes en train de me dire que finalement, vous avez une approche poétique et moi, bizarrement, quand j'ai lu les titres de tous vos livres, je les ai trouvés très stratégiques. Ça mêle, sport, histoire, il y a quelque chose d'à la fois pédagogique, c'est des personnages qui leur C'est vrai. parlent et donc Mais ça, justement c'est la partie documentaire. Et la partie documentaire, effectivement, quand vous employez le mot de stratégie, il est à la fois un petit peu brutal et totalement légitime et totalement adapté. C'est que c'est très difficile d'amener l'enfant à l'histoire. Mais si je lui raconte, comme vous l'avez dit, la guerre froide, le racisme effrayant des États-Unis au début du XXe siècle, enfin même beaucoup plus tard, mais dans le cadre des Jeux Olympiques de Saint-Louis, je vais arriver à travers le sport et à travers une forme d'épopée ou de récit ou d'incarnation de cette histoire à l'attraper. Moi, j'écris pas pour attraper les enfants, mais j'écris pour que ça soit lu et pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et on écrit toujours aussi en fonction de sa propre histoire. mais quand je parlais de stratégique, sans l'aspect péjoratif, Non, mais c'est-à-dire tout à fait. au contraire. Mais c'est pour le capter. C'est comme un professeur qui, dans une classe, va avoir une manière de faire son cours qui est pas linéaire. Et effectivement, c'est dans cette logique-là, tout à fait. Alors, il y a une cohérence, oui et non, parce que j'écris beaucoup de livres, je pense que j'écris beaucoup trop de livres d'ailleurs, mais qui sont, une partie ont été des commandes que j'ai acceptées, donc j'ai pas non plus accepté tout et n'importe quoi, mais il y a aussi le fait que c'est un métier. Il y a des collections, il y a des stratégies, il y a des relations avec les éditeurs qui font qu'on va écrire des livres qui ne sont pas forcément dans une logique personnelle. Mais ce que j'essaye de faire, c'est dans cet amas de livres, encore une fois, c'est un peu péjoratif, mais j'ai conscience depuis peu de temps que j'ai un petit peu trop écrit de livres. Aujourd'hui, j'essaye d'écrire avec une stratégie, comme vous le dites si bien, mais des livres qui sont importants pour moi. Alors, je suis pas l'auteur qui va dire l'écriture, c'est pour moi, c'est indispensable, c'est mon oxygène. Si j'écris pas, je suis très très malheureux. Si j'écris pas, je suis malheureux, mais bon, sans plus. C'est pas quelque chose. Quand vous disiez, les collections, ce que vous étiez en train de dire, c'est qu'on est parfois contraint en tant qu'auteur, jeunesse, de répondre à des commandes et d'écrire ce que Exactement. l'éditeur a envie qu'on écrive et pas forcément ce qu'on a envie d'écrire soi. Mais vous y mettez quand même une part de vous, je Bien pense. sûr, complètement. On est aussi dans une forme d'être désiré. Donc, quand un éditeur fait appel à vous régulièrement, que vous êtes un auteur, alors par exemple, ça peut être Gallimard pour moi, un auteur Gallimard, un petit peu labellisé, c'est un plaisir sans nom d'être sollicité. C'est pas, tiens, il y a une grande collection, on a besoin de 50 auteurs, tiens, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. C'est aussi une forme de reconnaissance très importante chez les grands éditeurs, entre guillemets. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est ce qui s'applique aux auteurs de littérature générale, s'applique aussi aux auteurs de littérature jeunesse. J'imagine. Le coquillage, c'est-à-dire tout ce qui enrobe l'œuvre, et ça passe par la maison d'édition et son prestige, ça passe aussi par le façonnage, Bien sûr. j'imagine, par ceux qui vont mettre les moyens que le livre soit édité dans de bonnes conditions, avec du beau Exactement. papier. Enfin, il y a tout ça aussi dans la vie d'un livre. Justement, en parlant de tout ça, quels sont à votre avis, les ingrédients magiques pour un livre jeunesse? D'ailleurs, est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'on s'adresse à un jeune lecteur comme on s'adresse à un adulte? C'est quelque chose que je ne maîtrise absolument pas. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout de pensée sur un processus créatif bien déterminé. Je ne vais... Il n'y a qu'une seule contrainte, c'est combien de signes. Le reste à l'intérieur, je dis pas que c'est naturel parce que je suis un génie, c'est au contraire, je n'ai pas l'intelligence ou je n'ai pas le fond ou je ne sais pas très bien ce que je n'ai pas, mais en tout cas je l'ai pas, de savoir ce que je dois mettre. C'est comme quand je m'adresse à un enfant, bah, il se trouve que je sais m'adresser à un enfant qui a 7 ans, qui a 8 ans, qui a 15 ans. Quand vous démarrez un projet, vous n'avez pas de début, milieu, fin, une ossature particulière, une... Alors, on est obligé, parce que l'éditeur, pour le coup, quand c'est du documentaire, l'éditeur va nous imposer, et à juste raison, parce qu'encore une fois, moi je considère que c'est une carence chez moi, hein. Il va nous imposer un chemin de fer. Donc, dans ce chemin de fer,
ça va m'obliger à prendre conscience de ceci, de cela. Mais sinon, c'est irréfléchi. Alors bon, j'écris pas n'importe quoi, évidemment. Mais c'est rassurant ce que vous dites. C'est comme en fait moi ce que je sais faire, mais je suppose que d'autres auteurs dans le même registre que moi font toutes les choses tout à fait différemment. Je considère mon travail comme celui d'un sculpteur. Alors j'imagine qu'un sculpteur il a peut-être déjà en tête exactement ce qu'il veut, mais j'enlève. Ah oui, ça c'est mieux. Ah mais ça c'est voilà. Et à la fin de ce travail de ciselage, quand le résultat est satisfaisant à mes yeux et quand ce résultat il est pas méprisant pour l'enfant surtout. Je déteste la séparation adulte-enfant, mais quand quelqu'un qui a 17 ans, qui a 10 ans ou qui a 90 ans apprécie ce livre, pour moi c'est le résultat que je veux. C'est intéressant cette question de méprisant pour l'enfant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh ben, je veux pas l'abêtir, je veux pas lui dire: «Toi, t'es pas très intelligent, alors je vais te dire des choses, assez stupides». Donc vous osez rentrer dans la complexité des situations, des sentiments et des J'essaye. donc ça répond à ma question. Donc vous vous adressez aussi bien à l'adulte qu'à l'enfant, il n'y a pas une chose Oui, particulière? d'ailleurs, il m'arrive d'écrire des livres, des beaux livres, par exemple, de journalistes. Par exemple, là, j'ai écrit des livres, un atlas de l'utopie, par exemple, pour les adultes. En fait, moi, mon plaisir, c'est d'expliquer. Mon plaisir, c'est de faire comprendre les choses qui sont compliquées, y compris pour moi au début. Alors, certains sujets sont inabordables, mais sinon, il m'est arrivé d'écrire des livres, par exemple, des livres universitaires. J'ai écrit un livre sur l'histoire des chrétiens d'Orient. Un éditeur me l'a proposé de manière folle, parce que l'histoire des chrétiens d'Orient, c'est un sujet d'une complexité absolue, Mais qui a malheureusement est à l'ordre du jour qui est à l'ordre du jour et qu'il a toujours, enfin, qu'il est depuis mais qu'il est quasiment toujours, des oui. siècles, hein, enfin un siècle et demi, enfin même depuis beaucoup plus longtemps. Et j'ai écrit ce livre, c'est aux éditions de l'Harmattan. Après, j'en ai écrit un autre chez Fayard. Je connaissais même pas leur existence avant de signer le contrat. Donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est moi d'apprendre, moi d'être dans une forme d'apprentissage. Et je me dis que si moi je comprends ce que j'écris, enfin moi c'est un peu curieux d'entendre ça, eh bien le lecteur va aussi, je vais me mettre à la hauteur du lecteur. Alors je voudrais juste rebondir 2 minutes parce que vous parliez de cette anthologie sur l'utopisme, Oui, c'est ça? À une époque où le cynisme est quelque part le oui, une règle, enfin, qu'est-ce que vous avez appris en fait en écrivant ce livre sur l'utopie? Parce que ça touche à la jeunesse aussi. Finalement, c'est quelque chose qui l'utopie, elle naît dans l'enfance en fait. Elle a un rapport avec la jeunesse. C'est pour ça que je vous pose la question. totalement, totalement. Ben moi j'ai appris énormément parce que c'était une succession d'utopies dans l'histoire. Donc il y avait des utopies, ça pouvait être aussi bien la fac de Vincennes dans les années, soit à la fin des années 60, que des utopies du Moyen Âge, de villes. Bon, donc déjà le côté culturel, la curiosité, ça pour moi c'est quelque chose qui est... Le pire pour moi, c'est d'ouvrir un ordinateur parce que je passe de page en page et je m'arrête jamais et je vais m'intéresser. Ah tiens, tiens, c'est cet homme, il a fait ça. Ah ben il était marié avec cette dame et puis cette dame elle a fait ça et puis ils sont allés là et puis c'est infini. Je me délecte de tout ça. Dans mon écriture, il y a une part aussi très égoïste et de curiosité, De quête de savoir. oui, et puis d'apaiser en fait quelque chose en moi. Qu'est-ce que vous cherchez à apaiser à votre avis en écrivant tous ces livres? Vous avez compris quelle était votre problématique originelle? Il y a quelque chose qui m'apaise dans l'accumulation de savoir, qui est à mon avis assez pas très positif comme sentiment Alors parce que posons la question inverse. Qu'est-ce que vous ne savez pas qui vous angoisse? oh, il y a beaucoup de choses qui m'angoissent. Ce qui m'angoisse, c'est de ne pas être à la hauteur déjà. Bon, ça, c'est peut-être quelque chose d'assez fréquent. C'est peut-être lié au rapport père-fils dont vous avez mentionné Totalement, la ouais. nature en début d'émission. Totalement, totalement. Il y a pas longtemps, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai regardé tous les textes que j'avais écrits pour les petits. Et en fait, c'est incroyable. Et ça ne parle que de ça. Ça ne parle que de ça. De votre rapport avec votre père? Avec mon père ou avec mon fils d'ailleurs, hein. Enfin, de ce rapport-là. De ce rapport. Mais ce rapport-là, c'est celui de l'apprentissage aussi. C'est De la celui transmission, de la j'imagine. transmission. C'est ça le moteur finalement. Peut-être que avec la transmission de savoir, comme vous dites, il y a aussi la transmission inconsciente de certaines lourdeurs, peut-être même de secrets, puisque cette avidité à accumuler les informations recèle peut-être un mystère autour de votre histoire personnelle. C'est certainement, certainement. Et cette transmission, je me dis que curieusement, j'aurais dû devenir professeur. Parce que c'était ce métier-là qui m'était destiné. J'étais trop timide.
J'avais pas le charisme nécessaire pour devenir enseignant. Et là, depuis peu, je participe dans une des cités de la ville de Malakoff où je réside, à du soutien scolaire. On est loin de la littérature, mais on est assez près finalement. Cette action qui n'a rien d'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui me bouleverse en fait. La dernière fois j'y suis allé, j'avais quasiment les larmes aux yeux. Je peux comprendre parce que pour la promo de Queenie, la marraine de Harlem, le roman graphique que j'ai coécrit avec Elisabeth Colomba, j'ai passé beaucoup de temps dans les écoles, etc. Et c'est ce que j'ai fait de plus utile, de plus noble et Bien de plus sûr, enrichissant. exactement. Et j'espère poursuivre toutes ces démarches. Ce qui est intéressant, c'est non seulement de leur transmettre des histoires, mais aussi parce qu'on n'est ni le parent, ni le prof, justement. On bénéficie d'une écoute un peu plus juste, un peu plus large. Complètement. Et on est capable aussi de parler d'autres choses. Tout à fait. Moi, je me souviens que j'ai fini par leur faire une masterclass sur le réseau. Quand on va dans des écoles un petit peu plus, des écoles en banlieue, etc., je leur expliquais que le réseau, c'est pas forcément connaître des gens puissants ou être le fils d'eux, etc. C'est faire des rapprochements, les 5 degrés de séparation avec les gens qu'on peut connaître et qui peuvent nous présenter d'autres gens qui connaissent potentiellement quelqu'un qui peut. Et c'était vraiment intéressant de leur ouvrir les yeux sur ça, sur comment être créatif aussi dans sa vision du monde et des liens qu'on a avec Bien les uns sûr. et les autres, d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. Et c'est très gratifiant de sentir qu'on a accès à cette part d'eux. En fait, la jeunesse, elle est enrichissante aussi pour ceux qui la cultivent, pour ceux qui la nourrissent. Oui, oui, complètement, tout à fait, bien sûr. Moi, alors peut-être que j'ai une forme de paranoïa naturelle, mais j'ai souvent l'impression que la jeunesse est un petit peu reléguée au deuxième rang. C'est-à-dire que dans un cadre social de base, on dit oui, bonjour, je suis auteur, je suis écrivain. Ah oui, super. Jeunesse, ah, d'accord. Ça vous révolte? Enfin, ça me révolte, voilà, c'est Bien ça, sûr. c'est le terme, parce que c'est tellement important. En plus en France, on a une culture de cette édition jeunesse qui est respectée dans le monde entier. Les Coréens achètent nos livres, mais pour eux, nous sommes des gens d'une finesse, d'une intelligence remarquable de cultiver et de faire fructifier ce terreau. Et nous, on est là, ah, bah non, bah oui, en fait, t'es de deuxième zone. Mais absolument pas, tu n'es pas de deuxième zone. Enfin, tu joues un rôle fondamental. Mais notre société, de toute façon, il suffit de voir l'as des enseignants dans notre société. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette émission pour justement changer les choses? Quel est peut-être l'a priori sur la littérature jeunesse que vous avez envie de déboîter là, tout de suite? Bah, l'a priori, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la littérature jeunesse, ce n'est pas une sous-littérature. En plus, après, il y a la séparation documentaire-fiction. La fiction étant valorisée, le documentaire l'étant beaucoup moins. Et le documentaire, puisque c'est un petit peu mon corps de métier, si je puis dire, même si je déteste faire des classifications comme ça, ce n'est pas écrire, simplifier à l'extrême. C'est un travail qu'on doit faire aussi auprès de l'éditeur, c'est-à-dire que l'éditeur va toujours chercher à dire c'est un peu compliqué ou ce mot-là est ce mot de vocabulaire est un petit peu complexe. Mais non, ce mot de vocabulaire, il est complexe parce qu'on l'utilise plus, parce qu'on a fini par écrire des livres avec 5 mots. Et il est justement de votre responsabilité de les réintégrer, de les Exactement. replacer, Tout à dans fait. la langue pour qu'ils Tout à soient... fait. Pour respecter, encore une fois, en fait, il faut respecter le lecteur, quel que soit son âge. Alors après, il s'agit pas de dire qu'il faut que tous les livres aient une part de sériosité, de tout ce qu'on veut. Évidemment qu'il y a des livres qui sont faits pour se distraire. Mais il n'empêche qu'il faut qu'on soit extrêmement exigeant. C'est une exigence d'expression, une exigence de sentiment. Il faut que ça soit de très haut niveau. Et il est vrai qu'il y a quand même une production qui est peut-être trop importante et qu'il y a des livres qui ne sont pas à la hauteur. Voilà, tout à fait, qui ne sont pas assez qualitatifs. Alors c'est peut-être ça le problème aussi. Mais en même temps, oui, ça se retrouve dans tout, mais c'est normal. C'est parce que, en fait, bizarrement, s'il y a autant de production, c'est parce que je pense que les éditeurs comprennent, ont bien compris que le preteen, ce qu'on appelle le preteen, c'est-à-dire le 10-15, le même plus bas que ça, est un marché colossal, puisque quand les parents dépensent pour leurs enfants, ils ne comptent pas. Oui, mais il y a une surproduction. Cette surproduction, Elle dessert en fait les bons produits, c'est ce que vous dites. Cette surproduction dessert le concept même de la littérature jeunesse. Exactement. Écoutez, le message est passé. J'espère que ceux qui nous écoutent y réfléchiront. Quelle est la plus belle chose qu'on vous ait dite, qu'un enfant vous ait dit, qui ait lu un de vos livres? Ou un parent d'ailleurs, peu importe. Quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est au Salon du Livre de Saint-Raphaël, au mois de mai, le 27 mai exactement.
J'étais là-bas et j'ai sorti au mois de mars ou au mois de février un livre sur la guerre d'Algérie. Sujet qui me passionne depuis toujours et sujet je vais pas dire qui me révolte, mais moi j'ai vécu à Marseille où la moitié de la ville était concernée par la guerre d'Algérie, d'une manière ou d'une autre. J'allais chez mes copains qui étaient pieds noirs, j'allais chez mes copains qui étaient rapatriés, j'allais pas chez mes copains qui étaient harkis, parce que j'en connaissais pas, mais bon, j'avais de la famille qui était même officier. Donc, j'entendais toutes ces histoires parallèles. Et en fait, comme dans beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, je veux faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule manière de voir les choses. Et donc, je vais chez Gallimard, je leur dis, voilà, je voudrais faire un livre sur la guerre d'Algérie. Bon, après, après, il y a un travail éditorial avec eux. Et je veux qu'il y ait de la BD pour que ça soit vraiment bien incarné. Et il se trouve que Thomas Darty chez Gallimard accepte le projet, que je travaille avec un historien d'Aix-en-Provence extraordinaire, enfin avec qui j'ai une relation de confiance extraordinaire, et que ce livre est le documentaire qui me passionne le plus et dont je suis le plus fier. Ça, c'est l'introduction. J'arrive à Saint-Raphaël, et à Saint-Raphaël, il y a énormément de gens qui ont été impactés par la guerre d'Algérie. Je vois un monsieur, je peux pas très bien savoir quelle est son histoire, comme ça, de manière un peu rapide, un peu brutale, hein. Et il prend le livre, hein, qui est donc un livre pour les collégiens. Et ce monsieur, il a 70 ans. Et c'est ça que je veux, moi. C'est que ce livre-là soit pas un livre 12, 14, mais attention, 15, on peut pas le lire. Donc ce monsieur prend le livre, il me regarde, il continue à lire, il tourne les pages, et puis il se met à pleurer. Comme ça, le monsieur, il a 70 ans, et moi je suis assis, et devant moi, et il me dit, les mots que vous employez me touchent, et alors qu'il avait parcouru ce livre-là. Et waouh, je me suis dit, alors que quand il l'a pris, qu'il me regardait, je me suis dit, bon, soit il va me mettre une baffe, soit je sais pas ce qui va se passer, et ça, voilà, ça pour moi c'est un. Ah bah oui, vous avez touché une âme. J'ai touché une âme, exactement. Ouais. Ce que vous dites me rappelle ce que Lucas Bellveau disait. Je l'ai interviewé justement pour cette même émission. Les auditeurs pourront l'écouter d'ailleurs parce qu'elle passera, je pense, avant la vôtre. Il parle exactement de ça et quand il a montré son film Des Hommes, qui parle aussi de la guerre d'Algérie, vu de différents points de Oui, vue. bien sûr. Et l'émotion que suscite son film a suscité. Ouais. Alors après, c'est un sujet qui est tellement émotionnel, où les gens sont tellement impactés. Donc ouais, et puis les sensibilités sont exacerbées autour de ce sujet. Mais l'idée, aussi. C'est ça. Et puis surtout qu'une personne lise ce livre qui se veut, qui n'a pas un parti pris, justement. Ouais. Alors on peut dire, ah bah oui, t'as pas de parti pris, donc c'est un peu impersonnel. Non, au contraire, c'est d'expliquer que toutes ces mémoires, elles existent, hein, et que tout ça, ça forme une histoire, et que quelqu'un qui fait partie d'une de ces mémoires soit ému. Moi, là, je rends mes droits d'auteur, je dis c'est bon, ça me suffit, c'est extraordinaire. Enfin bon, à ne pas le diffuser. En tout cas, merci beaucoup de partager avec nous je vous en prie. Votre travail, les émotions, les complications, les espoirs aussi autour de la littérature jeunesse. Je réfléchis toujours à une question finale avant l'entretien, mais en vous écoutant, je pense que la dernière question que j'ai envie de vous demander, c'est quelle est l'histoire que vous auriez aimé qu'on vous raconte jeune, justement, enfant ? Mon père était conservateur de bibliothèque, mon grand-père était conservateur de bibliothèque, ma mère était bibliothécaire. Donc j'ai vécu dans une maison, il y avait beaucoup de livres, mais il n'y avait aucun livre jeunesse. Aucun livre, à part leur propre livre. C'était, en plus, mes parents étaient assez âgés, j'étais le dernier de la famille. Je vais répondre encore une fois quelque chose que je devrais plutôt dire sur le divan d'un psychanalyste, mais c'est juste qu'on me raconte une histoire, peu importe l'histoire, s'il y a de l'émotion dedans, et s'il y a une transmission, ça me va, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est ce que vous réussissez à faire dans vos livres. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce moment. Merci pour vos questions. Merci beaucoup.